Un projet informatique, ça peut commencer de manière tout à fait innocente. On a une idée brillante, une petite équipe, Oui, et puis, sans crier gare, ça se transforme en monstre. voilà. Un monstre qui dévore les délais, qui engloutit les budgets et qui, au final, livre des produits frustrants ou même inutilisables. On en a tous fait l'expérience. Et on pourrait rêver d'une sorte de solution miracle pour terrasser cette bête. Une balle d'argent. Exactement. Comme dans les légendes de loup-garou. C'est une image parfaite en fait. Mais dans le monde du logiciel, et c'est le point de départ de notre analyse, cette balle d'argent, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Non. Et la raison, elle est profondément ancrée, non pas dans nos outils, mais vraiment dans la nature même du logiciel. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui hante l'industrie depuis des décennies. Pourquoi est-il si fondamentalement difficile de créer de bons logiciels? Hmm. Pour nous guider, on va s'appuyer sur les idées d'un essai, un essai fondateur sur le sujet, No Silver Bullet. Notre mission? Essayer de comprendre ce qui relève de l'essence du problème et ce qui n'est qu'accidentel. C'est ça. Pour enfin arrêter de chercher des solutions magiques là où il n'y en a pas. Alors, pour commencer, mettons le doigt sur une contradiction qui, moi, me semble évidente. Le matériel, les puces, les processeurs, Oui. tout ça évolue à une vitesse folle. Hmm. Pourquoi est-ce que le logiciel, lui, ne suit pas cette courbe exponentielle? C'est le paradoxe central. Le matériel, il suit la fameuse loi de Moore. La loi de Moore, oui. La puissance double à peu près tous les 18 mois pour un coût constant. En 30 ans, on a gagné un facteur d'1 million en performance. C'est énorme. Mais il n'y a pas d'équivalent pour le logiciel. On ne peut pas simplement décider de rendre un programme 2 fois plus performant demain. La difficulté, et c'est ça que la source martèle, elle ne réside pas dans l'acte d'écrire du code. Ah non, Non. Les erreurs de syntaxe, les fautes de frappe, ça c'est trivial. Les outils modernes, ils attrapent ça tout de suite. d'accord. Le vrai mur, le vrai défi, c'est la conception conceptuelle. C'est-à-dire l'analyse du besoin, l'architecture du système, les tests avec l'utilisateur. Pour être sûr qu'on construit la bonne chose. Exactement. C'est un défi intellectuel, pas un défi de fabrication. Parce que la source ne se contente pas de dire « c'est compliqué ». Elle identifie 4 propriétés fondamentales, 4 raisons qui rendent le logiciel si difficile à maîtriser. Et la première, c'est la complexité. Exactement. Et il faut bien comprendre que la complexité du logiciel n'est pas juste grande, elle est d'une nature particulière. C'est-à-dire, Ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel. Pensez à une voiture. C'est compliqué une voiture, mais elle est faite de milliers de pièces qui se répètent. Des vis, des circuits. toujours les mêmes. Voilà. Dans un logiciel, il n'y a quasiment aucune répétition à ce niveau-là. Chaque ligne de code, chaque fonction peut interagir avec des dizaines d'autres de manière unique. Le nombre d'états possibles qu'un programme peut prendre est astronomique. Bien au-delà de ce qu'un esprit humain peut se représenter. Carrément. Et du coup, on ne peut pas simplement prendre un logiciel et le faire grossir de 10% sans que sa complexité interne explose de manière totalement disproportionnée. Et cette complexité, on la vit tous les jours. Je pense au lancement chaotique d'un jeu vidéo, bourré de bugs, ou à l'application de sa banque qui plante le jour où on a un virement urgent à faire. Bien sûr. Derrière tout ça, il y a souvent cette complexité exponentielle qui a été sous-estimée. Et ça mène à des malentendus terribles dans les équipes, à des failles de sécurité, à des coûts qui dérapent. C'est un vrai champ de mine. Un vrai champ de mine. Donc, le logiciel est un sac de nœuds en lui-même. Mais si je comprends bien, le problème vient aussi de la manière dont il doit s'adapter au monde extérieur, c'est ça? C'est ce que la source appelle la conformité. C'est tout à fait ça. Un logiciel n'existe pas dans le vide, régi par de belles lois universelles comme la physique. Un ingénieur qui construit un pont, il s'appuie sur les lois de la gravité, Des constantes. des constantes immuables. Le logiciel, lui, doit se plier aux institutions humaines, avec toutes leurs règles, leurs contradictions, leurs exceptions. Leur histoire. Voilà. Il doit s'interfacer avec une myriade d'autres systèmes souvent anciens, mal documentés, et comme il est perçu comme la chose la plus malléable de la chaîne, C'est toujours à lui de s'adapter. c'est toujours à lui de faire l'effort. C'est un peu comme si on demandait de brancher un appareil ultra moderne dans une maison dont l'électricité date de 1890. Je vois. Le logiciel doit faire le grand écart en permanence. Ça m'amène au troisième point, la changeabilité. J'ai l'impression que les logiciels qu'on utilise sont en mise à jour perpétuelle. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est un paradoxe fascinant. Un logiciel qui a du succès est, par définition, un logiciel qui subit une pression constante au changement. Ah oui? D'abord, les utilisateurs eux-mêmes.
en l'utilisant dans des contextes imprévus, vont demander de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, il doit s'adapter à un écosystème qui bouge. Nouvelle version du système d'exploitation, nouvelles lois. Attendez, mais ça, ce n'est pas le cas pour n'importe quel produit qui a du succès. Une voiture, un smartphone, on en sort bien de nouvelles versions chaque année. Qu'est-ce qui rend le logiciel si différent? La différence, elle est fondamentale en fait. Pour une voiture, le changement se fait par cycle de production. On conçoit un nouveau modèle, on réorganise les usines, on le produit. On ne modifie pas la voiture une fois qu'elle est sortie de la chaîne. Non, c'est vrai. Le logiciel, lui, est perçu comme infiniment modifiable. Et il y a une formule dans le texte que je trouve très juste, c'est de la pure pensée, du pure thought stuff. De la pure pensée. Il n'a pas de contraintes physiques, donc on peut toujours le changer. Et cette malléabilité infinie, qui semble être une force, est en réalité sa plus grande faiblesse. Pourquoi? Parce qu'elle l'expose à des demandes de changement incessantes, souvent contradictoires, qui fragilisent sa structure à chaque modification. C'est une sorte de rançon du succès, en fait. C'est paradoxal. Plus on réussit, plus on se condamne à devoir modifier sans cesse. C'est exactement ça. C'est vertigineux. Et ça nous mène à la quatrième et dernière propriété, qui est peut-être la plus étrange. L'invisibilité. Oui, et c'est un point absolument crucial. Le logiciel est invisible. On ne peut pas le voir comme on voit une machine, ou même le plan d'un bâtiment. Un plan d'architecte, c'est clair? Un plan d'architecte, même complexe, c'est une représentation géométrique, fidèle, cohérente. Pour un logiciel, on peut dessiner de multiples diagrammes, un graphique de flux de données, un schéma de base de données. Oui, plein de schémas. Mais ce sont toutes des projections, des vues partielles qui ne se superposent pas parfaitement. Il n'existe aucune représentation unique qui permette de voir l'ensemble de l'objet dans sa totalité. C'est difficile à imaginer. Ça veut dire qu'au fond, personne, même pas le meilleur développeur du projet, n'a une image mentale complète et exacte du logiciel? C'est exactement ça. Et c'est ce qui rend la communication si extraordinairement difficile. Vous êtes dans une pièce avec 10 personnes qui parlent avec passion d'un objet, Que chacun imagine différemment dans sa tête. précisément. Le chef de projet, le client, le développeur, ils ont tous une vision partielle et différente de la même chose invisible. C'est la recette parfaite pour les quiproquos. D'accord, le tableau est assez sombre. Complexité, conformité, changeabilité, invisibilité. Si ces quatre difficultés sont essentielles, comment on explique les progrès gigantesques qu'on a quand même faits? C'est une excellente question. Je pense au premier langage de programmation par rapport à aujourd'hui, aux outils, on n'a pas l'impression de stagner. Non, bien sûr. Et la source y répond avec une distinction très fine entre l'essence et l'accident. Essentiel accident. Les avancées que vous citez ont été spectaculaires, mais elles ont attaqué des difficultés accidentelles de la programmation, pas les difficultés essentielles. Donnez-moi un exemple. Par exemple, les langages de haut niveau comme Python ou Java. Ils ont éliminé la complexité accidentelle qui consistait à devoir gérer la machine au plus bas niveau, manipuler les bits, les registres. D'accord. C'était un travail incroyablement fastidieux, mais ce n'était pas le cœur du problème de la conception. On a donc enlevé une couche de friction technique, une difficulté liée à l'outil, mais pas au problème lui-même. Précisément. Et c'est pareil pour les ordinateurs interactifs. Avant, on soumettait un programme, on attendait des heures, voire une journée, le résultat. Une éternité. Le moindre bug coûtait un temps fou. Avoir une réponse instantanée a été un gain de productivité énorme. Mais ça a résolu un problème de délai, pas un problème de conception. Et les environnements de programmation intégrés, les IDE? Pareil. Ils ont simplifié le processus, mais l'essence du défi intellectuel est restée intacte. Ces victoires ont été importantes, mais elles ont porté sur les accidents de la construction logicielle. D'accord. Mais aujourd'hui, alors, on parle d'intelligence artificielle, d'outils no-code. On entend partout que ce sont des révolutions, surtout l'IA. Ah, l'IA. Beaucoup pensent qu'elle va bientôt écrire tout le code à notre place. Est-ce que ce n'est pas ça la fameuse balle d'argent? L'essence les qualifierait d'espoir d'argent. Ce sont des approches très utiles, des alliés puissants, mais pas des solutions magiques. Pourquoi pas? Elle peut écrire des bouts de code, suggérer des solutions, oui, mais elle ne résout pas le problème de la conception. C'est vous qui devez lui décrire précisément quoi faire. Elle ne peut pas deviner les besoins complexes et contradictoires d'une organisation. Et elle peut se tromper. Et elle peut se tromper. Elle est sujette aux hallucinations, elle peut produire un code qui a l'air juste, mais qui est subtilement faux. Elle déplace le problème de l'écriture à la vérification, ce qui peut être encore plus difficile. Et pour les autres approches, comme la programmation orientée objet ou la programmation visuelle? Alors la programmation orientée objet, c'est une technique de conception très efficace. Elle aide à mieux structurer la pensée, à organiser la complexité.
C'est une avancée conceptuelle majeure, mais c'est une meilleure façon de penser le problème, ça ne l'élimine pas. Ce n'est pas une balle d'argent. Non. Et la programmation visuelle, elle, se heurte directement au problème de l'invisibilité. Elle propose une autre représentation partielle, souvent trop simpliste pour des systèmes complexes. Finalement, toutes ces choses sont des gains bienvenus, mais marginaux. Donc, si la technologie n'est pas la réponse miracle, est-ce qu'on est juste condamné à subir? Que reste-t-il à faire? C'est la question centrale. Et la réponse de la source, c'est puisqu'on ne peut pas éliminer cette complexité, arrêtons de chercher des outils pour la supprimer et cherchons plutôt des stratégies pour l'affronter directement. D'accord. Et il y a 3 pistes. La première est d'une simplicité radicale, acheter plutôt que construire. Ne pas réinventer la roue? Voilà. Le marché du logiciel est immense. Avant de vous lancer dans la construction d'un monstre, regardez s'il n'existe pas déjà un composant, une librairie, un service qui fait 80% du travail. C'est du bon sens. Et la deuxième piste? La deuxième, c'est une attaque directe contre les problèmes de conformité et de changeabilité. Affiner les exigences à l'aide de prototypes. Ah, le prototypage. L'idée, c'est de reconnaître qu'au début d'un projet, personne ne sait vraiment ce qu'il faut construire. Même pas le client. Donc, au lieu de passer des mois sur des spécifications théoriques, on construit très vite un prototype. Quelque chose de tangible. Oui, on le met entre les mains des utilisateurs et il devient un outil de conversation, de découverte. Il rend le besoin visible et permet de l'ajuster avant d'engloutir des millions. D'accord. Donc, acheter et prototyper. Ce sont des approches très pragmatiques. Mais la source propose une troisième voie beaucoup plus humaine. Oui, et c'est le point le plus percutant de l'essai à mon avis. La troisième voie, c'est trouver et cultiver de grands concepteurs. De grands concepteurs. L'argument, c'est que la conception de logiciels n'est pas une tâche mécanique. C'est un acte de création de très haut niveau, comme l'architecture. Et dans ces domaines, le talent individuel, il est déterminant. C'est-à-dire que le talent d'une seule personne peut primer sur tous les outils, toutes les méthodologies? C'est l'argument choc du texte, oui. La source affirme que la différence de productivité et surtout de qualité de conception entre un concepteur moyen et un grand concepteur, ce n'est pas de 20 ou 30%. Non. C'est d'un ordre de grandeur, un facteur 10. Un facteur 10, c'est énorme. C'est énorme. L'idée, c'est que l'investissement le plus rentable, ce n'est pas dans un nouvel outil à la mode, mais dans l'identification, la formation et la rétention de ces talents exceptionnels. Il faut les choyer. Il faut les choyer, les organiser en petites équipes et les laisser concevoir. L'accent est mis sur l'excellence humaine, pas sur la magie technologique. Alors, que retenir de tout ça? Si on devait distiller l'essentiel, la leçon principale, c'est que la difficulté de créer des logiciels, ce n'est pas un bug, c'est une feature. C'est une très bonne façon de le dire. C'est une caractéristique intrinsèque qui repose sur ces 4 piliers, la complexité, la conformité, la changeabilité et l'invisibilité. Exactement. Et la conséquence directe, c'est d'adopter une saine méfiance envers toute solution présentée comme une balle d'argent. Qu'il s'agisse d'un nouvel outil, d'une nouvelle méthodologie. Tout à fait. Les approches les plus prometteuses ne sont pas magiques, elles sont stratégiques et humaines. Réutiliser le travail des autres, prototyper pour rendre le besoin visible et surtout investir massivement dans les meilleurs cerveaux concepteurs possibles. Le problème étant conceptuel, les solutions le sont aussi. Voilà, Ce qui soulève une question finale, une pensée à méditer. Si le talent individuel en conception est à ce point crucial, si la différence peut réellement être d'un facteur 10, quelle est alors la véritable place des processus et des méthodologies standardisées, comme Agile ou Scrum, qu'on essaie d'appliquer à toutes les équipes de manière uniforme? Le génie prime-t-il toujours sur le système?